Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre émission Europe-Afrique. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Lansana Béa Diallo, homme politique belge d'origine guinéenne, pour nous parler du monde du sport post-Covid-19. Avant sa carrière politique de député, puis d'échevin des sports dans la commune bruxelloise d'Ixelles, M. Diallo a été champion de Belgique de boxe en poids super welter, puis champion du monde en poids moyen. Monsieur Diallo, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Alors, juste pour nos téléspectateurs, dire que vous êtes en fait né au Libéria, que vous avez grandi à Paris, mais que vous êtes d'origine guinéenne. Tout à fait. Alors en Belgique, vous êtes connu comme un homme politique, mais dans le monde, et aussi en Belgique, vous êtes surtout connu comme un grand sportif, un champion de boxe professionnel. Vous avez multiplié les victoires et les titres. Est-ce que vous êtes un combatif ? Oui, je pense que c'est un état d'esprit en fait. Et effectivement, depuis que je suis tout jeune, ça a toujours été l'état d'esprit a toujours été de se dire il faut se battre dans la vie pour y arriver. Et donc voilà, c'est l'état d'esprit que j'ai toujours conservé. Et la boxe, il y a des règles. Et donc quand tu es sur un ring de boxe, effectivement, il y a la dimension qui te permet d'avoir de la distanciation par rapport à la réalité du monde. Donc oui, effectivement, j'ai toujours été un combattant. Alors, dans le sens noble du terme, évidemment. Voilà, mais comme combattant, comme champion de boxe, en janvier dernier, je pense, vous êtes remonté sur le ring contre Raymond Joval. Ouais. Et c'était dans le cadre de votre projet humanitaire qui s'appelle Fight for Africa. Qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, tout à fait. Effectivement, en fait, après 15 ans d'absence sur le ring de boxe, j'ai décidé en fait de remonter sur le ring de boxe pour montrer en fait que rien n'est impossible et que en fait tout est une question d'état d'esprit et de volonté pour changer les choses, notamment par rapport à ce paradoxe aujourd'hui où on se rend compte en fait que partout on dit que l'Afrique c'est l'avenir de demain et que finalement cette Afrique qui est considérée comme étant l'Afrique de demain, le futur ne profite pas nécessairement à ses habitants et pas spécifiquement à sa génération de jeunes aujourd'hui qui a décidé de quitter le continent, de prendre des risques, de traverser les mers, avec tout ce que ça comporte comme risque. Donc, en clair, l'Europe qui est perçue un peu comme un Eldorado pour ces Africains, et notamment en Afrique de l'Ouest, voulait leur faire comprendre que l'Eldorado, il est chez eux et qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses là-bas. C'est exactement ça, c'est vraiment ça. C'est de dire qu'il y a un potentiel réel dans le pays et dans le continent. Et comment est-ce qu'on peut vous donner les outils pour pouvoir développer et comprendre effectivement que l'Europe n'est pas le futur, n'est pas l'Eldorado, mais l'Europe peut vous accompagner aussi justement dans un développement économique local du pays et du continent, avec une grande prospérité. Alors, dans la période tumultueuse, bien avant le corona, vous aviez dit... avec le sport, je peux aussi lutter contre le djihad. Alors, expliquez-nous. En fait, oui, je ne l'avais pas seulement dit, on l'avait vraiment pratiqué. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé une salle de sport à Bruxelles il y a quelques années. Et c'est vrai que la montée de l'extrémisme était de plus en plus importante dans notre région et dans le monde d'une manière plus générale. Et donc, les jeunes se faisaient très facilement capter. Et donc, je me suis dit, en fait, que moi-même, j'étais un jeune très révolté contre le système. Et que le sport, mon sport et la boxe en particulier m'a permis de canaliser ça et d'en faire vraiment une vraie force et de comprendre en fait que ce que je pensais être infranchissable, donc avec plein d'injustices, ouais, ce sont des racistes, ouais, je peux quand même pas y arriver parce que je suis noir, etc. Que finalement, en fait, je me suis dit, mais en fait, la vie, c'est un combat. Et c'était cet état d'esprit-là qu'on donne aux jeunes, en fait, pour casser justement cette dimension qu'on leur donne, en essayant de les endoctriner dans des approches qui sont complètement contraires à ce qu'on peut appeler la religion que nous pratiquons en tant que musulmans. Et donc, c'est vraiment cet état d'esprit-là qu'on leur donne à travers le sport pour leur faire comprendre que ça dépend d'eux, le changement. Alors, justement, vous avez... soutenu le développement économique et social en Afrique déjà depuis un petit temps, puisque vous avez créé une fondation pour cela, vous avez créé des écoles ou justement des infrastructures pour les jeunes. Vous avez aussi à l'époque permis l'envoi de médicaments durant la crise d'Ebola. Est-ce que maintenant, pendant la crise sanitaire du corona, vous avez aussi
fait des interventions sur le terrain médical ou bien peut-être uniquement au niveau de votre commune? Oui, alors au niveau de notre commune, évidemment, il y a eu tout un grand travail qui a été mis en place en Afrique et en Guinée plus particulièrement avec les pays partenaires, parce que comme j'ai aussi ce qu'on appelle la coopération internationale au niveau de ma commune, nous avons mis en place vraiment tout un accompagnement avec des associations dans les pays d'origine pour justement accompagner et soutenir ces associations pour mettre en place de la sensibilisation, des outils pour permettre aux gens d'avoir des masques, etc., etc. Donc il y a tout un travail qui est mis en place à travers une ONG notamment qui est en Guinée plus particulièrement, qui s'appelle le Réseau mondial pour une Guinée nouvelle, qui fait ce travail-là, qui est un travail vraiment extraordinaire. Il y a vraiment une volonté, je dirais, de la part des associations, notamment en Afrique, qu'elles s'organisent vraiment au-delà du gouvernement et qui ont besoin d'avoir du soutien. Et c'est à travers ça que j'amène effectivement mon soutien en les accompagnant. Alors, en fait, le sujet du jour, c'est que cette crise sanitaire a mis complètement à l'arrêt le monde du sport. Et c'est une des grandes victimes du coronavirus. Mais ça touche aussi énormément le grand public parce que l'Euro devait commencer, le championnat de foot a été perturbé, les Jeux Olympiques... le Tour de France reporté peut-être, bon, etc. Du confinement sans sport pour beaucoup de gens, c'était terrible. Quelles sont en fait les répercussions? Parce que c'est un énorme vide. Oui, effectivement, ça a été en fait des moments très difficiles à vivre pour les sportifs parce que je suis moi-même directeur technique avec la fédération de boxe belge. Et on s'est rendu compte vraiment que pour les sportifs compétiteurs de haut niveau, c'était compliqué, mais pour le citoyen lambda aussi, qui a l'habitude d'aller faire son sport 2-3 fois par semaine dans les salles de sport, était aussi très difficile à percevoir. Donc il y a évidemment eu toute une réflexion aussi avec les fédérations. J'ajouterais aussi de lambda qui aime le sport, mais qui aime surtout le regarder à la tout à fait, télé, effectivement. Les grands événements. Vous avez parlé de grands événements, il y avait Roland Garros aussi, effectivement, il y avait Wimbledon. Donc évidemment, c'est tous des événements qu'on suit, surtout dans ces périodes-ci, et qui sont vraiment importants. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque réellement. Et donc, ce qui a été réinventé un peu par rapport justement au sport, c'est qu'on s'est redécouvert quelque chose qui était vraiment extraordinaire, c'est qu'on pouvait faire du sport aussi à la maison. Donc on n'avait pas nécessairement besoin d'aller dans la salle de sport. C'est évidemment important parce qu'il y a la sociabilisation qui est très importante, la rencontre des autres, aussi d'avoir d'autres personnes pour pouvoir performer, puisque ça vous permet évidemment de dire « Ah tiens, lui, il arrive à faire ça, il faut que j'aille le chercher ». Mais par contre, quand on est à la maison, on peut aussi pratiquer du sport. Ça, c'est aussi une découverte réelle. Et donc, il y a des outils qui ont été mis en place, des trucs bien spécifiques, et on a vraiment redécouvert beaucoup de pratiques sportives qu'on pourrait pratiquer effectivement à la maison, quelle que soit la discipline d'ailleurs. Alors le déconfinement sportif a commencé doucement, mais alors pour vous, les sports de combat, la boxe en particulier, ils feront partie des derniers confinés, donc c'est la vie dure, hein, cette période de distanciation. La question c'est comment maintient-on la motivation des athlètes dans des cas pareils? C'est pas évident parce qu'on avait beaucoup de jeunes qui avaient un espoir d'aller aux Jeux Olympiques. Qui se sont préparés pendant très très longtemps et qui, in fine, aujourd'hui se retrouvent effectivement dans un report qui est de plus d'1 an. Mais la difficulté en boxe, c'est quoi? Est-ce que quand tu as 19, 20, 21 ans, est-ce que tu as la croissance? Et donc quand tu es dans une catégorie de poids aujourd'hui, dans laquelle tu es en train de te qualifier et que finalement tu dois changer de catégorie, finalement tu ne pourras plus aller te qualifier aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques sont finis pour eux. Et donc attendre pendant 1 an, il y a aussi tout cet impact qui est important et on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne pourront pas partir aux Jeux parce que leur changement de catégorie les disqualifie automatiquement effectivement de cet objectif-là. Mais quand on regarde tous ces jeunes sportifs qui sont hyper motivés, ce qu'on a pu mettre en place comme outil, c'est de leur dire gardez le cap parce que effectivement l'objectif que vous fixez aujourd'hui pour atteindre cet objectif-là, il faut garder le cap, il faut continuer à vous entraîner. Donc voilà, on encadre un peu, on accompagne, mais c'est vraiment très très difficile de garder la motivation parce qu'ils sont des compétiteurs. Et sans compétition, c'est difficile. Alors, vous avez parlé de la boxe, évidemment, c'est vrai que la boxe, c'est un sport de contact. Et si on parle de contamination, évidemment, le contact est un des facteurs les plus importants. Et donc aujourd'hui, c'est très difficile effectivement de reprendre la pratique de ces sports-là. Alors, à votre connaissance sur le terrain vraiment économique, où on sait que dans des secteurs comme l'ORECA ou même certains pans de la culture, parce que je pense que les deux grands manques pour la population, c'était le sport et la culture, probablement aussi le fait de pouvoir sortir au restaurant, est-ce qu'il y a
des pans de l'activité sportive qui, parce qu'elles ont été à l'arrêt, sont menacés économiquement, risque de faillite ou de... Alors c'est très difficile en fait de le comparer au monde culturel par exemple, mais par contre effectivement il y a des pans effectivement de certains sports aujourd'hui qui ont beaucoup de difficultés parce que le souci en Belgique notamment ou peut-être même dans d'autres pays du monde, c'est que on a des sports qui sont assez professionnels, donc quand on parle de football, etc., qui sont structurés, et la difficulté des autres sports, c'est que beaucoup de jeunes gagnent leur vie, notamment dans le monde de la boxe, grâce aux combats qu'ils font. Donc s'ils ne font pas de combat, ils n'ont pas de revenus. Et donc s'il n'y a pas d'événement qui est organisé, ils n'ont pas de revenus. Donc c'est des jeunes qui se trouvent parfois beaucoup en difficulté avec une certaine précarité. Donc évidemment, il y a beaucoup de sports qui sont comme ça. Quand on regarde le basketball, le volleyball, et effectivement il y a des gens qui sont assez professionnels, mais il y a d'autres qui ont très très peu de revenus qui leur permettent, sans compétition, de ne pas gagner leur vie. Ouais, et donc il y a effectivement certains secteurs qui sont assez menacés dans ce sens-là. Et d'ailleurs dans ma commune à Ixelles, on essaie de mettre en place, des outils pour pouvoir justement les soutenir et les accompagner dans cette démarche-là. Alors, est-ce que cet arrêt brutal du sport qu'on a connu ici pendant le confinement, est-ce que le continent africain a vécu ça de la même manière, ou bien est-ce que le sport a encore pu se pratiquer davantage que chez nous? Non, je pense que l'Afrique a vraiment été, aujourd'hui, je pense qu'il faut le saluer d'ailleurs, a vraiment été novateur. On prend le modèle du Maroc notamment, qui a vraiment fait un travail extraordinaire par rapport à la lutte contre le coronavirus, avec des sacrifices évidemment qui ont été faits, mais qui, in fine, le résultat est extraordinaire aujourd'hui. Et le sport aussi a été complètement arrêté dans ces pays-là. Il n'y a pas eu du tout de pratique de sport. D'ailleurs, en Afrique, c'est très informel. Hein, on joue un peu partout, dans tous les quartiers. Et c'était des villes qui étaient assez mortes dans les images, en tout cas, que je pouvais voir, ou dans les infos que je pouvais avoir de ma famille qui était en Afrique. Tout le monde est resté chez lui. Vraiment, ils se sont dit, ce qui se passe en Europe est grave. Il ne faut pas que ça arrive chez nous, parce que ça arrive chez nous, ça va être quelque chose de catastrophique. Donc, il y a une sorte d'obéissance civique exceptionnelle. Je vais venir 2 secondes sur l'activité que vous avez ici en Belgique en tant qu'échevin et je dirais numéro 2 du gouvernement de la commune, je dirais. Est-ce qu'historiquement, puisque vous êtes échevin depuis près de 15 ans, je crois, vous avez toujours eu le sport dans vos compétences? C'est assez paradoxal, non? Parce que le sport, ça fait pas tellement longtemps que je l'ai. J'ai eu beaucoup d'autres compétences, mais le sport, je l'ai pris il y a exactement 4-5 ans. Sur les 13-14 ans que j'ai eu en tant qu'échevin, j'ai pris seulement depuis 4-5 ans les sports. Parce qu'en fait, je voulais pas qu'on m'enferme là-dedans. C'est comme quand je suis arrivé au Parlement, je voulais pas. J'ai été président de la commission des relations internationales et des affaires étrangères parce que je voulais pas en fait qu'on me cantonne seulement aux sportifs. Et donc je me suis dit, je veux qu'on casse cette image-là. Je veux montrer que c'est pas parce que je suis sportif que je n'ai que des compétences de sportif. Donc j'ai d'autres compétences. Et donc j'ai pas voulu de la compétence des sports. Et puis évidemment, on revient évidemment toujours vers évidemment ses origines. Donc puis après, une fois que j'ai eu effectivement de l'expérience, de l'expertise, j'ai dit ok, je vais reprendre alors les sports en main pour travailler dans mon domaine. Monsieur Diallo, on va faire une petite interruption. Chers téléspectateurs, nous allons nous retrouver tout de suite après cette interruption. Monsieur Diallo, nous reprenons notre conversation sur le sport après le Covid. Alors, comme on parlait précisément de votre rôle d'échevin des sports, ce que l'on sait moins peut-être, parce que vous êtes surtout connu dans votre commune, mais c'est que vous êtes député socialiste au Parlement belge. Est-ce que cette carrière politique, qui est loin d'être finie, on en parlera, a été influencé par le parcours de diplomate de votre père? Alors, en fait, c'est assez paradoxal parce que je n'ai pas ce sentiment-là. Alors, évidemment, aujourd'hui, j'ai une âme vraiment de politicien, mais je ne pensais pas que je l'avais. J'ai toujours dit que je ne ferais jamais de la politique. J'ai des interviews quand je suis sportif où on m'interviewe là-dessus. J'ai dit non, moi je suis beaucoup trop authentique pour faire de la politique. Et finalement, je me suis retrouvé en politique et je crois que c'est effectivement sans doute l'influence du parcours de mon papa qui a fait que je m'en sors pas trop mal en politique. Mais j'ai un langage assez diplomatique aussi
qui me permet aussi de trouver parfois des équilibres. Voilà. Alors je sais que vous êtes élu par beaucoup de gens, c'est un très large public dans cette commune d'Ixelles où il y a, je crois, 130 nationalités à peu près, ce qui est extraordinaire. 182. Mais vous bénéficiez... 82. 182, c'est incroyable. C'est presque le monde. C'est le monde entier qui est représenté dans une commune. Mais vous avez aussi le plus grand quartier africain dans la commune qui s'appelle Matongé. Tout à fait. Et où forcément vous devez faire des scores électoraux massifs. Est-ce que vous avez rencontré dans votre carrière politique ici des problèmes personnels de racisme ou de sectarisme? À un moment donné, vous avez dit, mais ça peut être dans l'autre sens, vous avez dit, ce n'est pas parce que je suis noir que je suis l'échevin des Noirs. Ouais. Oui, et j'ai dit, c'est pas parce que je suis chauve que je suis les chauves aussi. Donc j'ai été beaucoup plus large que ça. Mais oui, je donnais cette image-là parce qu'on nous ramène souvent à nos origines. On nous ramène souvent. Vous voyez, par exemple, vous faites une erreur parce que, vous voyez, Matongé. Oui. Matongé, c'est effectivement le quartier africain, mais c'est pas habité par les Africains. Donc, par exemple, les Africains n'habitent pas. Ils ont leur commerce là surtout. Exactement, mais ils n'habitent pas Matongé. Donc Matongé est un quartier assez diversifié où il n'y a presque pas d'Africains. Et donc, c'est assez paradoxal. Et donc, effectivement, oui, évidemment que j'ai déjà subi le racisme, mais je suis plus fort que le racisme. Ce que je dis souvent, quand j'entends parfois des gens se plaindre, je dis, moi, je me suis aussi fait tabasser par des policiers quand j'étais plus jeune. Est-ce que j'ai haï la police? Non, j'ai besoin de la police. Et donc, je crois que la notion du racisme, évidemment, est une notion qui est assez large, mais qui aujourd'hui prend une ampleur, évidemment, avec ce qui s'est passé, notamment avec Floyd. Mais je crois vraiment que la vraie réponse par rapport à ça, c'est simplement continuer à montrer qu'on est aussi fort et aussi capable. Et je crois que là, c'est là que tu fais la différence. Moi, aujourd'hui, les gens, ils me regardent, parfois, ils me parlent, ils me disent, ah, vous savez, ouais, mais, truc. Et je dis, oui, d'accord, oui, mais non, mais vous êtes différents, vous n'êtes pas la même chose. Je dis, mais moi, je suis noir et je suis musulman. Et donc, vous me parlez, mais quand vous parlez de moi, c'est parce que vous me connaissez. Mais si vous connaissiez les autres, sans doute que vous diriez exactement la même chose. Et donc, je dis simplement que le racisme, aujourd'hui, c'est parce qu'on doit apprendre à connaître les autres. Et je pense que quand on se parle, quand on se connaît, ben, je crois qu'on casse vraiment ces clivages-là. Et je crois que c'est la peur de l'autre surtout qui fait... Mais néanmoins, on peut quand même dire, et c'est peut-être pas à votre niveau, mais de manière plus large, le racisme dans le sport, précisément, est quelque chose qui est particulièrement choquant et qu'on a connu dans les stades de football, notamment. Pas que dans les stades de football. Moi, j'ai déjà boxé... je me souviens que j'ai boxé il y a une vingtaine d'années. Je boxais à Nantes, en France, contre un franco-français. Et je rentre sur ce ring de boxe et j'entendais des gens, il y avait plus de 3-4 000 personnes qui criaient ouh, Bamboula, massacre le Bamboula, etc. C'était quelque chose de hyper interpellant et choquant. En France, à Nantes, où il y a une diversité aussi culturelle qui était impressionnante. Mais les gens, en fait, qui crient ça, parfois tu regardes, mais tu te dis, mais c'est même pas du racisme. C'est parfois de l'inconscience. Exactement, et de la bêtise. Parfois, comme je me souviens quand je suis arrivé pour la première fois voir un match de foot en Belgique, c'était Standard de Liège contre Anderlecht. C'était au Standard, à Liège. Et là, j'entends, en une fois, moi j'étais dans une tribune, et j'entends un type faire ouh. Et je me tourne. Il dit non. Et puis il y avait un joueur noir dans son équipe, il était en train de crier et de l'applaudir. Donc tu te rends compte, c'est vraiment de la bêtise en fait, finalement. C'est même pas du racisme. Alors, il y a quelque chose de sympathique à constater qu'il y a une communauté guinéenne importante en Belgique, à Bruxelles en particulier. Et il y a ça également au Maroc, en fait, qui est le pays de notre chaîne de télévision. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Vous connaissez les raisons historiques je pense qu'il y a un vrai lien très très fort entre le Maroc et la Guinée, qui est un lien historique, notamment à l'époque entre Hassan II et le président de la République de l'époque, qui s'appelait Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré, depuis 1958. C'est que notre pays était un des premiers pays effectivement qui a pris son indépendance. Et depuis, ce lien s'est vraiment étoffé avec la Guinée. Et aujourd'hui, il est encore beaucoup plus renforcé. On a beaucoup d'étudiants guinéens qui sont au Maroc, qui étudient et qui se forment. Il y a aussi beaucoup d'entreprises marocaines aujourd'hui qui sont effectivement présentes en Guinée, notamment dans le domaine de l'agriculture et de la construction. Et sur le terrain sportif ?
Sur le terrain sportif, il y a beaucoup d'échanges footballistiques. Il y a beaucoup de joueurs de football. Il y a beaucoup de joueurs de football aussi qui jouent au Maroc et qui ont joué au Maroc. Moi, j'ai eu une équipe de foot en Guinée qui s'appelle le Afia Football Club, qui est un des plus grands clubs de football. Et j'ai fait beaucoup d'échanges avec le Maroc, notamment avec Kholikba, qui avait un grand club de football au Maroc. Ah oui. Alors revenons sur la Guinée, parce que vous êtes une star en Guinée. Hein, si vous débarquez de l'avion, c'est pas possible d'y aller sans qu'il y ait une foule à l'aéroport. Et à un moment donné, on a entendu que vous pourriez être candidat à la présidence du pays. C'était une rumeur, expliquez-nous. Mais en fait, comme vous l'avez dit au début, c'est que j'ai toujours eu un engagement en fait, dans mon pays d'origine qui était quelque chose de très très fort, qui dépassait la dimension politique, qui était de se dire comment est-ce qu'en fait à un moment donné, moi je peux amener mes compétences pour pouvoir aider un pays en fait, qui est pour moi un des pays les plus riches du monde et qui in fine est considéré comme étant un des pays les plus pauvres du monde. Donc ça c'est vraiment un paradoxe et donc mon combat et mon engagement a toujours été dans ce sens-là. Alors il y avait effectivement dans le pays d'origine une grosse crise politique qui prend de l'ampleur et je suis toujours intervenu. Vraiment en amenant toujours l'apaisement, en amenant toujours une dimension qui était plutôt rassembleur. Et donc la dynamique qui s'installait un peu de divisions ethniques, etc., m'a fait peur. Et donc j'ai commencé à intervenir politiquement dans ce sens-là. Et il y a tout un mouvement qui s'est créé qui a dit on aimerait bien avoir Béa comme président. Donc le bruit a commencé à courir. Et quand on m'a interviewé, j'ai dit si c'est la volonté du peuple, ben, je prendrai mes responsabilités. Mais honnêtement, je pense qu'un jour, je finirai par jouer un rôle politique dans le pays d'origine. J'ai aujourd'hui une expérience ici en Europe. Et une expérience en tant qu'homme, entrepreneur, en tant que sportif, qui me permettrait effectivement de venir jouer un rôle politique. Mais voilà, mais aujourd'hui, évidemment, la situation politique est assez compliquée dans le pays d'origine, mais j'aimerais vraiment apporter ma contribution en Guinée. Alors, est-ce que ça sera en tant que président de la République? Est-ce que ce sera en tant que ministre? Est-ce que ce sera en tant que conseiller? Exactement, est-ce que ce sera en tant que conseiller? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère vraiment jouer un rôle un jour. Mais c'est tentant parce que on a envie de dire qu'il est grand temps qu'en Guinée, il se passe quelque chose. Parce que c'est un pays, comme vous dites, un pays riche. C'est un pays très beau. Il n'est pas très grand, mais il a pas mal de richesses. Et en fait, ça fait des dizaines d'années qu'il est détruit progressivement par les tensions en interne. Oui, tout à fait. Et ce qui est paradoxal, justement, c'est que quand on voit le potentiel, en fait, on se dit, mais comment ça se fait qu'en fait, aujourd'hui, que ce pays a autant de retard? Vous dites qu'il n'est pas grand. Pour moi, c'est 12 millions d'habitants pour la moitié de la France. Effectivement, ce n'est pas très grand, mais c'est quand même encore énorme. Je n'ai pas dit qu'il était petit. Non, vous avez raison. Non, mais c'est la moitié de la France, c'est pas très grand. Mais donc, ça veut dire aussi que ça peut être un vrai laboratoire. C'est un pays où c'est la première réserve mondiale de bauxite. Il y a de l'or, il y a du diamant, il y a du pétrole sans doute qui n'a jamais été exploité. Tu jettes une banane, tu as 10 000 tonnes qui poussent, mais tout pourri sur place. Et donc, tu as du poisson qui sont pêchés par les Japonais. Et que finalement, tu te dis, mais comment ça se fait qu'il y a autant de pauvreté? Comment ça se fait Et alors, c'est 70% de jeunes. Donc, tu as une force et tu as une richesse. C'est ça la matière première. C'est cette génération, justement, à qui il faut donner des outils pour pouvoir développer le pays d'une manière beaucoup plus importante. Alors, justement, ce pays, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il a comme lien et quel rôle il joue dans l'Afrique de l'Ouest et également au niveau de l'Afrique du Nord et en particulier avec le Maroc. Vous l'avez un peu parlé pour le Maroc, mais sur ses liens avec l'ensemble des pays de l'Ouest et du Nord. La Guinée est assez centrale, donc la force de la Guinée, c'est qu'elle a 6 pays limitrophes qui sont autour de lui, donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, etc. Donc tous ces pays-là, le Sierra Leone, la Guinée-Bissau, le Libéria, et donc tout ça fait en sorte que la Guinée est un pays assez intéressant, et en même temps, je dirais que son rôle, justement, qui est central, pourrait aussi permettre d'être un espèce de rôle, je dirais, pacificateur autour, parce que la Guinée, historiquement, avec Sékou Touré, c'était la notion du panafricanisme, à un moment donné de l'autonomisation aussi de l'Africain qui lui permet effectivement d'échanger, de se développer. Et finalement, ce rôle central et ce moteur que pourrait jouer la Guinée en tant que laboratoire, en fait,
Je crois vraiment en tant que laboratoire, parce que quand on prend un Congo, le Congo c'est un pays gigantesque, c'est un pays énorme, où il y a beaucoup de richesses. Et donc en mettant en place un petit laboratoire dans un pays comme l'Afrique de l'Ouest et la Guinée en plus particulièrement avec toutes ces richesses qu'elle a, mais on pourrait effectivement modéliser en tout cas quelque chose qui permettrait de peut-être l'élargir dans le continent d'une manière beaucoup plus large. Et ma dernière question, vous n'êtes pas sans savoir que au niveau du Maroc, Sa Majesté le roi Mohamed VI a, je dirais depuis quelques années maintenant, développé une véritable politique internationale de coopération sud-sud. Comment est-ce que vous voyez son rôle et le rôle du Maroc dans l'ensemble de la région? Ben, je pense qu'il est essentiel. Aujourd'hui, je trouve que la politique a été développée par le Maroc, et d'ailleurs que j'ai salué il y a quelques années, en disant qu'ils ont compris, en fait. Ils ont compris que l'Afrique pouvait aider l'Afrique et qu'il y avait des compétences, et que donc ces compétences-là devaient aussi s'échanger entre nous pour renforcer justement cette capacité de développement du continent, sans nécessairement aller chercher beaucoup plus loin. C'est-à-dire sur un autre continent, ben, ces compétences-là. Donc ces compétences peuvent être partagées entre le Maroc, entre le Sénégal, entre la Guinée, entre la Côte d'Ivoire, entre l'Afrique du Sud. Et effectivement, ce continent-là, derrière cette force et cette richesse-là, ben, à un moment donné, pourrait aussi être aussi fort que le continent européen, pourrait aussi être aussi fort que le continent asiatique, pour pouvoir répondre justement à cette dynamique qui est aujourd'hui une dynamique de cohérence et de cohésion. L'Europe aujourd'hui, elle est forte parce qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle soit ensemble. Les États-Unis, évidemment, c'est une dimension importante. On a l'Asie aujourd'hui, on est face à la Chine qui est quand même une grosse machine. Donc il faut qu'à un moment donné, l'Afrique parle d'une seule voix et comprenne qu'effectivement, pour pouvoir avancer, ben, il faut qu'on soit ensemble. Et c'est évidemment l'objectif qu'a fixé le roi du Maroc. Et j'espère vraiment que son combat pourra être une réalité. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir partagé votre passion. Merci Et pour ma part, chers téléspectateurs, je me réjouis déjà de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission Europe-Afrique.